Nous sommes le 24 septembre 2015, jour de l'Aïd al-Adha. Près de 2 millions de musulmans se sont rassemblés dans la vallée de Mina, près de la Mecque, pour commencer le rituel de la lapidation de Satan. Il est environ 9 h du matin, il fait plus de 40 degrés. Une bousculade se produit à la suite d'un mouvement de foule. Le bilan est effroyable. L'Arabie Saoudite compte 769 morts. Des sources extérieures parleront, elles, de 2253 morts, la catastrophe la plus meurtrière du Hadj. Et on en parle aujourd'hui avec notre invité, c'est Pierre Conessa. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et vous publiez Dr Saoud et Mister Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite chez Robert Laffont. On va peut-être d'abord revenir sur cette querelle de chiffres que j'évoquais à l'instant. Pas de doute, l'Arabie Saoudite cache le vrai bilan de ce jour-là. Oui, je pense que c'est le point d'orgue d'une longue série qui fait que de toute façon, à chaque année au Hadj, il y a toujours des morts à cause des bousculades. Mais c'est vrai qu'il y a certaines années qui sont beaucoup plus sombres que d'autres. Et quand en plus ça implique l'Iran, à ce moment-là, le chiffre prend une dimension politique qui fait qu'on va avoir du côté de Téhéran une dénonciation qui peut être exagérée, du côté de Riyad une volonté de masquer. Et c'est ce qui va se passer effectivement cette année-là. On va y revenir. Quel est le problème sur ce pèlerinage? Est-ce que c'est Riyad qui ne met pas les moyens suffisants pour sécuriser l'événement? Je crois que c'était assez difficile de dresser un bilan, encore une fois, parce que, si vous voulez, faudrait-il se demander à des spécialistes de la gestion des foules ce genre de questions. Ce qui est certain, c'est que la masse des pèlerins est une masse par nature très indisciplinée, parce que vous avez des mouvements en sens contraire. Rappelez-vous, une année, une masse de pèlerins s'est trouvée bouclée dans un souterrain. Avec la 40 degrés dehors et un souterrain, vous savez, vous avez des gens qui s'asphyxient et sans qu'il y ait obligatoirement de bousculade. Vous avez des manifestations qui se prêtent aux bousculades. Vous l'avez vu, par exemple, ici, là, dans le rite de dénonciation de Satan, qui, par exemple, pour les Iraniens, prend une dimension politique et, par contre, pour les Wahhabites, prend une dimension strictement religieuse. Il faut condamner Satan en jetant des pierres, etc. Mais en même temps, pour les Saoudiens, pour les Iraniens, il y a l'idée qu'on va en même temps condamner le grand Satan, Israël, les États-Unis, et le petit Satan, Israël. Donc il y a une dimension politique qui fait que la même manifestation peut aboutir à des comportements très différents. Alors effectivement, vous le disiez, c'est avec l'Iran que le ton va particulièrement monter cette année-là. Le guide suprême iranien, comme il le fait souvent, a récemment eu des mots très très durs à l'égard de la famille royale saoudienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Effectivement, c'est pas la première fois. Oui, parce que la famille Saoud n'a pas de légitimité théologique. Elle n'a jamais prétendu d'ailleurs descendre du prophète. Et donc, ils se sont toujours qualifiés d'un titre, si vous voulez, inventé. Alors au début, ça a été protecteur des lieux saints. Après, ils ont été plus modestes. Ils se sont qualifiés de serviteurs des lieux saints. Mais leur véritable choc commence en 79, quand la révolution islamique en Iran va faire des chiites de nouveaux acteurs de l'histoire. Vous savez, le Shah d'Iran n'a jamais pensé utiliser le chiisme dans son influence. Il avait la puissance, ça lui suffisait. À partir du moment où Khomeini commence à brandir l'islam révolutionnaire en prétendant prendre la tête de la lutte des musulmans contre les juifs, contre Israël, etc., les Saouds sont fondamentalement traumatisés, puisque dès le début de la création du royaume, si vous voulez, les oulémas wahhabites veulent absolument que les chiites du royaume se convertissent. Donc il y a toujours eu ce tropisme anti-chiite chez les wahhabites. Et donc à chaque fois qu'il y a eu un problème entre les deux pays, et notamment à l'occasion du pèlerinage, déjà, Khomeini avait demandé une gestion collective des lieux saints, c'est-à-dire qu'il contestait le droit des Saouds de gérer ces lieux saints. Et à chaque fois, ça ressort régulièrement, en disant à chaque fois qu'il y a des morts comme ça, c'est-à-dire les Saouds sont incapables de gérer cette étape importante de la croyance musulmane qui est le pèlerinage. Du coup, cette année, 64 000 Iraniens ont été privés de Hadj. C'est une première depuis 30 ans. Est-ce que vous diriez qu'un nouveau cap a été franchi dans ces tensions entre le pays chiite et le pays sunnite? Oui, vous dites que c'est la première fois depuis 30 ans, parce qu'effectivement, il y a déjà 30 ans, les Saoudiens avaient refusé les visas aux Iraniens, parce qu'on était dans le contexte de la guerre, etc. Et donc, aujourd'hui, on est dans un arrière-fond géopolitique encore plus compliqué, parce qu'il y a une véritable guerre sunnite-chiite dans le Moyen-Orient, qui existe au Pakistan, qui existe en Afghanistan, qui existe en Syrie, qui existe en Irak, qui existe au Yémen, qui existe à Bahreïn, qui existe au Nigeria. Donc cet arrière-fond, si vous voulez, de guerre de religion qui est aujourd'hui en train de déchirer le monde islamique, évidemment, avec en arrière-fond Riyad d'un côté, Téhéran de l'autre, fait que tous ces aspects, quel que soit le thème de la polémique, notamment le pèlerinage, prend tout de suite une dimension conflictuelle beaucoup plus accrue qu'elle ne l'était à d'autres moments. Est-ce que nous, en tant qu'Occidentaux, on doit s'en inquiéter? Écoutez, moi j'ai personnellement tendance à penser que cette guerre
ou ces guerres de religion, telles qu'ils existent aujourd'hui, sont des guerres qui sont probablement une espèce de, comment dire, comme aurait dit Lénine, une phase infantile, si vous voulez, de l'islam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les sunnites et les chiites apprennent à vivre ensemble, mais pas à coexister, vivre ensemble. Et donc cette phase qui se découvre en général après une longue série de massacres, nous, il nous a fallu un siècle pour découvrir la tolérance. C'est pas nous, avec notre légitimité de croisée, qui pouvons arriver au milieu de tout ça. Pourtant, nous avons à la tête de nos équipes dirigeantes, notamment dans les équipes diplomatiques, des tas de gens qui sont convaincus qu'ils vont faire du bien en envoyant du soldat. Dans votre livre, vous traitez cette face assez sombre de l'Arabie saoudite, son double jeu sournois. Vous dites que Riyad a exporté son wahhabisme en catimini dans le monde entier. Je ne serais pas convaincu par le terme de catimini, parce que cette diplomatie s'est faite depuis la naissance du royaume. Et tant qu'elle nous arrangeait, parce qu'elle était contre Nasser et le socialisme arabe, parce qu'elle était contre les soviétiques en Afghanistan, ça ne nous a posé aucun problème. Donc elle ne s'est pas faite en catimini, elle s'est faite au-dessous des radars, parce que nous n'avons jamais orienté les radars dans cette direction-là. Et la véritable manifestation qu'on a découverte, c'est l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, puisque ce sont les étudiants en religion, c'est-à-dire sortis des madrasas wahhabites et des Obandi, que les Saoudiens avaient largement financé avec l'accord du maréchal Zia. Et donc on est dans une situation où on découvre à ce moment-là que, tiens, il peut y avoir des produits purement islamiques, purement wahhabites ou purement salafistes, comme vous les qualifiez, et que cette diplomatie, on ne s'en inquiète pas pendant un certain temps, puisqu'après tout, ça remet de l'ordre en Afghanistan. Mais on va avoir ensuite les années sombres en Algérie. Il va falloir des années pour qu'on découvre que, si vous voulez, ces germes qui ont été, ces grains qui ont été semés par l'Arabie saoudite ont provoqué partout des insurrections violentes. Vous évoquez un prosélytisme d'État adoubé à Paris comme à Washington. Vous diriez que l'argent n'a pas d'odeur en Occident ? Je ne crois pas que ce soit uniquement une question d'argent. C'est-à-dire que, d'abord, encore une fois, stratégiquement, beaucoup de gens considéraient que l'action de l'Arabie saoudite était saine puisqu'elle était anticommuniste. Ça, c'est le départ. Ça, c'était le point de départ. Bon. Et puis ensuite, évidemment, cet immense marché qu'est l'Arabie saoudite, ou en tout cas ce très richissime marché, parce qu'il n'est pas énorme, était effectivement un point d'accroche important. D'autant plus que quand la révolution iranienne commence, on a effectivement quelqu'un qui est prêt à financer la guerre irakienne, la guerre d'Afghanistan, etc. Donc, on ne s'est pas obligatoirement, si vous voulez, satisfait. On n'a pas regardé. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères n'a jamais fait une étude sur la Ligue islamique mondiale, qui est le bras armé de la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite. Moi, j'estime que, grosso modo, l'Arabie saoudite dépense à peu près 7 à 8 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 3 fois plus que faisait l'URSS dans sa belle époque. Et donc, on devrait théoriquement s'en inquiéter. Ça pour diffuser le wahhabisme. Tout ça pour diffuser, effectivement, le wahhabisme. Alors, le wahhabisme ou le salafisme, ça dépend comment vous voulez l'appeler, mais un théologien musulman français m'a beaucoup clarifié le travail en me disant... Le wahhabisme ou le salafisme, c'est la version la plus sectaire, la plus raciste, la plus homophobe, la plus antisémite, la plus misogyne et la plus raciste de l'islam. Une fois que vous vous placez sur le terrain des idées politiques, ça devient beaucoup plus clair. Il n'y a pas besoin de lire les théologiens. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'appliquer, mise en œuvre en Algérie, par exemple, ça a été 10 années de guerre civile, le GIA, le GSPC, les massacres qu'on retrouve aujourd'hui avec Daesh, si vous voulez, tout ceci existait. Simplement, on ne cherchait pas l'affiliation génétique. Pierre Conessa, si je vous demande de terminer cette phrase, le 24 septembre 2015, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? Malheureusement, c'est un jour où ça se renouvellera. C'est-à-dire, ça n'est qu'un point d'étape, si vous voulez, encore une fois, dans une gestion politique du Hajj, qui, depuis longtemps, entre dans la diplomatie saoudienne. Et à chaque fois qu'il y a effectivement, malheureusement, plusieurs centaines de morts, ça devient à ce moment-là un problème politique. Mais, vous savez, moi, je suis un peu cynique, c'est-à-dire, nous sommes, nous, Européens, en plein dans la crise des réfugiés. L'Arabie saoudite, qui a pourtant l'habitude d'accueillir 2 millions de personnes pour le Hajj, n'accueille pas de réfugiés. Donc je ne sais pas, je continue à me poser des questions. Merci beaucoup Pierre Conessa d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.